cité sur Arnes qui a fait l'objet de multiples réhabilitations. Une partie dans laquelle on se trouve ici, et même en démolition-reconstruction. On termine pour le premier semestre 2023 la reconstruction de 100 logements. Et sur Arnes, nous aurons terminé avec les derniers 80 logements de cette cité d'Orient ici dans laquelle on se trouve, avec ce projet de réhabilitation globale, mais aussi de travail sur auto-réhabilitation et sur les matériaux biosourcés. Très heureux de ce sujet parce que le RBM, l'engagement renouveau bassin minier, dans lequel Maisons et Cités s'est intégré maintenant depuis 2018, c'est la réalisation de 20 000 logements en 10 ans. Et pour travailler ce sujet, avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui sont présentes aujourd'hui, on a choisi aussi de travailler de façon très très importante la concertation avec les locataires, avec les habitants. En allant quasiment même avec des réunions faisant de l'autoconception de leur logement pour l'avenir. La volonté pour Maisons et Cités de réhabiliter pour du long terme. C'est un patrimoine aujourd'hui qui nécessite une très grosse réhabilitation, des gros investissements. Et quand on investit pour un bailleur 100 000 € sur un logement, il faut qu'il soit attractif pendant au moins les 30 ou 40 prochaines années. Et donc on s'est dit qu'on devait travailler sur l'autoconception avec nos propres clients pour produire les meilleurs plans et rendre les logements les plus habitables possibles. Et puis l'étape suivante, c'est quoi? Quand ils ont fait l'autoconception, finalement, c'est peut-être l'auto-réhabilitation. Alors on peut penser effectivement, tout à l'heure je vous ai laissé penser quand même il y a quelques freins, mais aujourd'hui on a décidé nous finalement d'ouvrir les chakras et de laisser finalement ces possibilités, ces schémas d'auto-réhabilitation et de voir comment, en travaillant avec vous sur une année complète, on arrive à lever ces freins les uns après les autres et puis de voir comment on peut mettre en œuvre ce levier complémentaire à la réhabilitation de masse qu'a lancé Maisons et Cités, finalement, comment on peut compléter sur ces auto-réhabilitations. Donc voilà, le directoire de Maisons et Cités que je représente aujourd'hui est très heureux de participer activement. On est à différents niveaux présents à vos côtés. Franck McFarlane, surtout côté recherche-expertise, matériaux biosourcés. Cet après-midi, on aura Hervé Cozon, qui est lui responsable de l'étude de réhabilitation sur l'ensemble du sujet. Et puis moi, je vais rester avec vous jusqu'à 14 h pour écouter, participer au débat. Et donc voilà, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et puis j'attends avec impatience tous les résultats et tous les travaux qu'on pourra entreprendre ensemble. Voilà. Merci à tous pour vos travaux et vos efforts. On enchaîne avec le deuxième table ronde qui est dédié aux enjeux économiques et réglementaires, et notamment aux conditions d'application massive de l'ARA dans la rénovation écologique du bâti minier. La table ronde sera animée par Raphaël Soulier. On a donc Christelle Jiménez, ok. Damien Magny, Grégory Boulon, Lucie Déter, Mélanie Denis, et donc un représentant de Maisons et Cités, et les deux étudiants de SAPL. Il n'y a pas d'habitants prévus, je pense, pour cette table ronde. On peut démarrer. Alors, donc je vais vous remercier parce que je vais me présenter. Je suis donc Raphaël Soulier, je suis le coprésident de la FEDAX, la Fédération des accompagnateurs à autoproduction en retraite dans le bâtiment. Et donc nous, notre vocation, c'est de cadrer et sécuriser les pratiques pour permettre de les massifier. Donc cette table ronde est une très bonne occasion de permettre de faire ces échanges autour des cultures de l'accompagnement à l'auto-réhabilitation, qui font partie de l'ensemble de ces pratiques. Et donc on peut voir que ces questions apparaissent aussi bien sur des questions de culture à travers les habitants que des maîtres d'ouvrage, et que donc tout le monde a besoin de découvrir. Et ce qui est apparu sur la première table ronde, c'est qu'effectivement les questions économiques et réglementaires sont très fortes sur l'ensemble de ces enjeux. Donc là, ce qu'il va y avoir, c'est que là on va avoir donc on a un petit groupe assez représentatif des différents points de vue sur les enjeux. Et donc je vais poser des questions à chacun
pour pouvoir faire apparaître les différentes manières d'appréhender ces questions. Et donc les réponses, on va les faire un peu rapides et concises, puisqu'on a vu que quand même ça peut être long. Et pour pouvoir derrière avoir une vision de l'ensemble des questionnements et pouvoir après aller plus loin sur des questions collectives. Donc je vais commencer le premier tour de questions par Christelle Jiménez, qui est donc le chef du département recherche du bureau d'études TBC basé à Toulouse, en charge d'une étude d'impact économique de la pratique de l'auto-réhabilitation accompagnée dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME. Donc alors, quels sont les grands axes pris en considération pour caractériser la question économique ou réglementaire dans les pratiques d'accompagnement et comment arrivez-vous à les identifier dans le cadre de votre étude? Merci pour cette question. Donc effectivement, j'interviens ici dans le cadre de l'étude qu'on mène actuellement pour l'ADEME. Peut-être un petit peu plus fort. Je vais répéter à chaque fois. Donc j'interviens au nom de l'ADEME finalement, puisqu'il n'a pas pu être présente aujourd'hui. Et donc l'étude que l'on mène a vraiment pour objet de se focaliser sur les aspects économiques. C'est vraiment le service économique de l'ADEME national qui a missionné cette mission, avec deux grands volets. Un premier volet qui a pour vocation plus d'avoir une approche macro, pour essayer d'objectiver finalement aujourd'hui la place de l'auto-réhabilitation, l'auto-rénovation, y compris l'auto-rénovation accompagnée, dans les pratiques de rénovation du parc de logement. Sachant que l'étude se focalise en plus sur les aspects de rénovation énergétique. Donc on a encore petite partie de l'aspect rénovation, réhabilitation, réaménagement de logement. Donc pour ça, on va s'appuyer sur toutes les études déjà existantes, les enquêtes statistiques qui sont menées. On va croiser toutes ces données. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vraiment parler un petit peu plus fort? Ça marche. Donc ce premier volet a vraiment une vocation plus macro, essayer d'objectiver la place de l'ARA aujourd'hui, et puis de le présenter aussi dans une optique de quelle part elle peut prendre dans des objectifs de neutralité carbone de notre société et donc de rénovation massive d'un parc de logement. Est-ce que l'ARA a sa place, peut avoir une place, doit avoir une place, parce que potentiellement il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui peuvent se positionner, répondre aux besoins qu'il va y avoir. Donc ça c'est un premier volet. Et le deuxième volet a vraiment pour vocation de s'intéresser vraiment aux entreprises, comment elles s'organisent, à quelles prestations elles proposent, et d'un point de vue économique, comment elles arrivent à vivre de l'accompagnement. Est-ce que c'est toute leur activité, est-ce que c'est qu'une partie, comment matériellement ça peut s'organiser. Et donc pour cela, on va interroger les entreprises. On a démarré un premier tour de questionnement avec elles, et puis qui va se poursuivre pendant plusieurs mois. Donc on est au début de l'étude, donc je n'ai pas vraiment de résultats à vous présenter, mais c'est un sujet qui va... Déjà, on a les axes. Par contre, peut-être il ne faudra pas hésiter à se lever pour parler, parce qu'il y a vraiment un besoin d'entendre des deux côtés de la salle. Donc du coup maintenant je vais demander à Damien Magnier. Toi tu accompagnes les entrepreneurs de la coopérative d'activité d'emploi Douerana Habitat. Vous êtes spécialisé dans l'éco-construction, basé à Lille. Et dans ton parcours, tu t'es déjà beaucoup investi sur les questions d'accompagnement, l'autoproduction. Et tu as même rédigé le guide de l'accompagnateur il y a déjà plus de 5 ans. Et donc, dans ton rapport aux entrepreneurs de la CAE, arrives-tu à permettre la mise en place des pratiques de l'ARA et quelles sont les limites ou contraintes principales que tu rencontres les entrepreneurs? On parle bien fort, quitte à ce que... Il y a beaucoup de choses. Je vais peut-être déjà dire ce que c'est une coopérative d'activité et d'entrepreneurs. On est basé à Lille, mais on est une coopérative qui est sur tous les Hauts-de-France et on regroupe 80 entrepreneurs du bâtiment, tout corps de métier, comme Charles et Lucie. Et on va dire, pour résumer, on est à mi-chemin entre une couveuse d'entreprise et une entreprise partagée. Ça a une importance parce que du coup, notre bien commun, notamment, c'est notre assurance décennale, ce qui a un impact sur les questions forcément d'accompagnement. Du
coup je viens en question. On a des pratiques d'autoréhabilitation accompagnée depuis pas mal d'années. Je citais, il y a 80 entrepreneurs. Les 80 entrepreneurs ne font pas tous de l'autoréhabilitation accompagnée. C'est 10% d'entre eux, ouais, 8-10 d'entre eux. Et sur des corps de métier complètement différents. On a des gens qui font de l'isolation des enduits naturels, mais aussi de la charpente, de la couverture, de l'isolation plus... on a cité de la laine de bois par exemple, il y a assez régulièrement des isolations intérieures, des isolations intérieures, extérieures, des enduits, voilà, même de l'électricité aussi je pense. Et du coup on fait, ça c'est les différents lots de travaux qu'on réalise, mais on va adapter du coup des prestations de conseils sur chantier, d'accompagnement avec des maîtres d'ouvrage autonomes, des accompagnements avec des maîtres d'ouvrage qui sont moins autonomes sur chantier. Et la question après du chantier participatif reste à la marge. On pourra en venir aussi plus sur du coup des questions de freins qu'on a. Et du coup, oui, je les accompagne sur comment réaliser l'autoréhabilitation accompagnée et les j'ai quatre freins, points de vigilance que je mets là-dessus. Déjà, c'est qui est une économie, un commerce équitable, on va dire, entre le client final et du coup l'artisan. Il ne faut pas que l'artisan non plus perde son temps à se dire je vais former quelqu'un sur chantier ou je vais participer avec lui sur chantier et je vais pas le vendre. Et d'un autre côté, il y a le client, souvent maître d'ouvrage chez nous, qui lui aussi s'y retrouver en réalisant des travaux chez lui. Et ça fait écho à ce que Charles disait précédemment, c'était de dire il y a parfois dans des cas où ce commerce équitable, il fait que la prestation d'accompagnement est le même prix qu'une prestation réalisée, sauf qu'il y a eu une formation. La plus-value, elle est qu'il y a eu une formation sur chantier qui a été réalisée et que les maîtres d'ouvrage ont compris ce qu'il y avait derrière leur mur ou pas que derrière leur mur, devant leur mur aussi parfois, en finition. Le deuxième point, et c'est des gros points de vigilance, c'est de bien définir la responsabilité justement de ces travaux. Est-ce qu'en fait on va avoir des prestations où le maître d'ouvrage va rester responsable des travaux qu'il réalise, et nous on va du coup avoir une position de dire on est juste en conseil, on n'est pas là pour livrer un ouvrage précis. Et puis dans d'autres cas on va dire ok, on est prêt à prendre la responsabilité de l'ouvrage, mais du coup il va y avoir des certaines conditions aussi. Donc les pratiques peuvent être adaptées au cadre réglementaire en fonction Alors, en fonction du maître d'ouvrage, on peut tout à fait mettre en place des pratiques qui sont déjà dans un cadre réglementaire qui marche bien. Parce que pour une coopérative, comme c'est un ensemble d'entrepreneurs, c'est la coopérative qui porte, toi au niveau de ton fonctionnement, tu arrives à faire en sorte que tout ce qui se fait sécurise la coopérative et qu'on est dans un cadre réglementaire. En gros, toi, c'est le but, ouais, parce que le but étant pas que des entrepreneurs qui réalisent de l'autoréhabilitation accompagnée ne mettent pas en danger des biens communs de la coopérative. Et puis c'est aussi de ne pas qu'ils ne se mettent pas aussi eux-mêmes en danger en réalisant des prestations qui peuvent être considérées comme de leur responsabilité alors que ça ne l'était pas. Un autre gros point, c'est aussi la sécurité des participants. On reste aussi des professionnels du bâtiment et du coup il
y a des sachants ou non sachants, enfin des personnes qui ont plus ou moins l'habitude de chantier, et donc, du coup on a envie que aussi à la fin de chantier, tout le monde rentre chez soi sain et sauf. C'est quand même basique, mais c'est quand même bien aussi de se le dire que c'est pas parce qu'on fait un chantier d'auto-réhabilitation accompagnée qu'on peut s'affranchir aussi de certaines règles sécurité de base. Et puis un dernier gros point pour nous qui est aussi sensible, c'est la question du travail dissimulé. On veut aussi faire ces prestations en considérant pas que c'est du travail dissimulé. Si des bénévoles viennent sur un chantier, comment définir la place de bénévoles sur un chantier, en tout cas, quand une entreprise intervient et qu'il y a des bénévoles, c'est dans le code du travail, ça n'existe pas le mot bénévole. Mais il y a l'idée, c'est le maître d'ouvrage, pas l'artisan. Comment? Ils peuvent aider le maître d'ouvrage, mais pas l'artisan. C'est ça. Donc du coup, il y a des garde-fous aussi à donner, de se dire il n'y a pas de lien de subordination entre du coup des artisans qui arrivent et des bénévoles qui interviennent. Du coup, voilà, avec tout ça, ça fait quelques années qu'on a ces pratiques-là. On a échangé aussi entre entrepreneurs du coup, qui réalisaient l'auto-réhabilitation accompagnée. Du coup, après, on adapte nos types de prestations, nos outils de vie, de contrats d'accompagnement, de conventions bénévoles, de prêts d'outillage, de choses comme ça. Et du coup, on va adapter pour se cadrer, pour ce qu'on a parlé aussi directement à nos assureurs, ayez une démarche la plus transparente possible, et c'est des travaux que tu connais bien forcément avec la FEDAC. En tout cas, le groupe merci. Donc là on voit vraiment un côté de la filière qui est donc l'aspect en production, donc les modèles économiques, le côté réglementaire où il y a des solutions déjà, on voit qu'il y a des choses qui se font. Et donc Grégory Boulin, toi tu es chargé de mission à l'ARP Normandie, qui est donc une association régionale de promotion de l'éco-construction et co-animateur de RénoHack, réseau normand de l'auto-réhabilitation accompagnée avec NRTR, qu'on a vu précédemment. Donc le montage financier d'un projet de rénovation énergétique inclut généralement les aides publiques, dans lesquelles l'ARA a parfois du mal à trouver sa place. En Normandie, le RénoHack a dialogué avec la région Normandie pour permettre à l'ARA d'être éligible aux aides financières régionales et à la rénovation énergétique, appelé dispositif chèque éco-énergie. Voilà, donc on est sur une approche de filière avec les collectivités locales. Donc pourrais-tu nous en dire un peu plus? Ouais, alors je vais dire quand même deux mots sur le RénoHack, donc le réseau normand de l'auto-réhabilitation accompagnée. Donc c'est un réseau d'acteurs qui a été créé il y a maintenant 5 ans. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Encore plus fort, d'accord. C'est un réseau d'acteurs qui a été créé à peu près il y a 5 ans et qui rassemble des acteurs, la plupart on va dire des acteurs de l'auto-réhabilitation accompagnée en Normandie, dans leur diversité. Donc ça veut dire qu'on va avoir des artisans, une coopérative d'activité d'emploi, un peu comme Toerana. On va avoir, on va dire, des associations qui font l'accompagnement des ménages. On va avoir aussi, on commence aussi à avoir des collectivités qui rentrent dans le réseau. Donc voilà, un réseau multi-acteurs. L'objectif du réseau multi-acteurs, c'est un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire sécuriser et développer la pratique de l'ARA en Normandie. Et effectivement, donc, ce réseau d'acteurs, il nous permet de faire remonter des problématiques de terrain sur lesquelles nous on essaie d'agir collectivement. Et donc parmi les problématiques qui sont remontées, il y avait aussi notamment la question des aides financières à la rénovation énergétique qui n'intégraient pas ou mal l'auto-réhabilitation accompagnée, ce qui fait que parfois du coup aussi on va dire les gains économiques de l'auto-réhabilitation accompagnée étaient on va dire non compensés par le non-accès aux aides financières, donc c'était un peu problématique. Du coup effectivement on a ouvert le dialogue avec la région Normandie sur ce sujet-là, qui a été à l'écoute et qui a intégré complètement dans son dispositif la possibilité de faire de l'ARA, de l'auto-réhabilitation accompagnée sur l'ensemble des lots de rénovation énergétique, à condition que nous on apporte derrière la garantie que on va dire l'accompagnement se fasse effectivement dans les règles qui vient d'énoncer Damien et par des professionnels qui sont compétents et formés. Donc ça a été quelque part finalement un moyen assez efficace d'aller vers, d'atteindre plusieurs objectifs. Déjà un objectif de reconnaissance de la pratique,
à partir du moment où l'auto-réhabilitation accompagnée est dans les documents, dans les dispositifs des ARNOI, aussi énergétique de la région, bah, de fait, il y a un ouais, plus fort. De fait, il y a une reconnaissance en fait qui se fait de la part d'autres acteurs de la construction. Donc ça, c'est un effet bénéfique. L'autre effet bénéfique, c'est que ça a aussi accéléré, on va dire, la structuration du réseau et l'accompagnement des professionnels, soit par la mise en place on va dire, de formation professionnelle, par la mise en place aussi de reconnaissance de la compétence et par la mise en place aussi du coup d'outils, un peu d'outils communs, notamment d'outils de conventionnement, qui fait qu'aujourd'hui, de visibilité aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui le réseau il est mieux structuré, donc il est plus facilement appréhendable par certains acteurs, notamment les acteurs par exemple France Rénov ou ANA, enfin surtout France Rénov, et donc voilà, donc en fait on progresse et tout en on progresse en dialoguant, enfin vraiment en s'appuyant sur les membres du réseau qui font tous les jours tous les jours ou plusieurs fois par an, pas forcément un rythme, ils ne font pas que ça, mais qui font de l'auto-réhabilitation accompagnée. Et donc on est très attentif à mettre en place des dispositifs qui soient conformes à leur pratique et qui leur permettent à la fois effectivement de sécuriser, de cadrer un minimum, mais ne pas non plus, on va dire, rajouter de la contrainte à la contrainte. Voilà. Et du coup, sur la partie, juste peut-être un dernier mot sur la partie financière, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, on va dire, peut-être bientôt peut-être 3 aspects de l'autoréhab qui sont, on va dire, soutenus financièrement par la région et, on va dire, bientôt aussi par les collectivités et peut-être par l'ADEME. En tout cas, ça chemine. On a du coup un aspect financement des travaux des ménages avec le dispositif que je viens d'évoquer, un aspect financement de l'animation du réseau. En fait, on ne peut pas, comme nous, ça nous paraît difficile d'imaginer le développement de l'auto-réhabilitation accompagnée sur un territoire s'il n'y a pas du coup un acteur qui anime une filière, un réseau. Et puis là, du coup, on travaille aussi sur le financement d'une autre partie on va dire, d'un projet d'ARA. Avant la partie travaux chantier, il y a la partie préparation du projet avec le ménage et la partie diagnostic. Est-ce que le ménage, est-ce que ce projet est-ce que c'est pertinent de faire de l'ARA dans ce cadre de ce projet-là? Donc voilà, en ce moment, on travaille à un dispositif financier qui aide les structures d'accompagnement à financer cette partie. Très bien. Ça c'est quand même intéressant, cet aspect filière et lien avec les collectivités. Et donc il y a tourné vers Lucie Duterre qui donc s'occupe de l'éco-rénovation dans le service de la transition énergétique au parc naturel régional de Cap et Marais d'Opale. Et donc avec le parc naturel, vous avez déjà mis en place un programme d'accompagnement en partenariat avec différents acteurs du territoire, avec notamment l'aboutissement, avec une formation avec l'Université littorale d'Opale, les programmes Shine et plein de choses qui ont été faites. Donc au niveau du parc naturel régional, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Pardon. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au niveau économique et réglementaire et comment voyez-vous la question de l'ARA aujourd'hui? Oui, donc nous, on a démarré un dispositif d'auto-réhabilitation accompagnée, on a démarré la réflexion en 2015 avec l'aide de Damien, qui travaillait pour l'APES, donc l'association Acteurs pour une économie solidaire. Il nous a aidé au niveau du parc à mettre en place un dispositif d'ARA, mais spécifique aux bâtis anciens. Donc on avait une problématique qui était la rénovation de notre bâti ancien, donc des bâtis en terre, en pierre, en craie et en briques. Et on n'arrivait pas à trouver des solutions pour rénover correctement ce bâti. Donc on s'est dit que l'ARA pouvait être un bon outil. Donc on a mis en place ce dispositif en 2016. Depuis, on a accompagné, on est au 11e chantier en ARA, avec des critères. Donc il s'agit de propriétaires, occupants, donc d'un logement à caractère patrimonial, et avec uniquement des matériaux écologiques. Donc il fallait aussi sélectionner des personnes motivées qui avaient envie d'apprendre et qui avaient envie de connaître, d'utiliser des isolants naturels. On
On a aussi élargi le dispositif aux collectivités. On a une collectivité qui a rénové une école et sa mairie avec son personnel, avec l'équipe technique. Donc ça, c'était aussi intéressant de pouvoir sortir un peu de l'ARA privé et d'aller vers l'ARA public. Ça, c'était intéressant. Au niveau des difficultés, forcément, on en a rencontré. Parce que pour nous, c'était le tout début du dispositif et on parlait pas encore de tous ces aspects aussi réglementaires. Tout ça, c'était le début. Donc, heureusement, grâce à l'accompagnement de Damien, on a pu cadrer un maximum de choses avec des conventions, mais c'était pas évident. Et on a pu bénéficier d'une formation à l'Université du Littoral, donc une formation qui est devenue diplômante pour les artisans, de devenir accompagnateurs à la rénovation. Alors la première session a très bien fonctionné en 2017. La deuxième session a aussi bien fonctionné en 2018, donc on a pu former des professionnels du bâtiment à l'accompagnement, mais après on n'a plus réussi à mettre en place cette formation faute de participants. Donc on s'est retrouvé avec un dispositif qui plaisait beaucoup, on avait beaucoup de demandes, et d'un côté, très peu de professionnels du bâtiment formés à l'accompagnement. Donc c'est là où ça a coincé. D'accord. Donc vous êtes encore un petit peu, vous avez ça, mais du coup vous avez été confronté un petit peu à la structuration de la filière. Et donc est-ce que vous êtes encore engagé un petit peu sur ces actions ou est-ce que ça vous a trop découragé pour continuer? Non, on est encore engagé. Alors après, le rôle d'un parc, c'est aussi de tester des choses, d'expérimenter et ensuite après de transférer aux collectivités pour se consacrer à d'autres projets. Mais comme pour le moment, les intercos du parc, on en a quelques-unes qui se sont convaincus du dispositif et qui ont eu envie de nous suivre. On ne va pas les lâcher de là maintenant. Donc on continue avec ces intercos. Mais on est sur un nombre de chantiers assez limité. C'est-à-dire qu'on est sur 2 à 4 chantiers sur un an ou deux. Donc ça reste assez limité. Ça permet quand même de faire de belles rénovations. Donc on fait des fiches retour d'expérience si ça vous intéresse sur le site de parc-opal.fr. Vous pouvez retrouver l'ensemble des fiches retour d'expérience des chantiers qu'on a pu mettre en place. Mais la difficulté aussi, je trouve, et ça rejoint ce que vous avez pu rencontrer, c'est de nouer les aides. C'est-à-dire comment faire en sorte que les aides locales soient attribuées pour de l'ARA. Parce que nous, on a cette difficulté, c'est quand le propriétaire réalise ses travaux par lui-même, la prime rénov, ça coince. Donc les intercos, elles ont une politique habitat avec l'ANA, une politique d'aide, et ils disent non, on ne va pas rajouter une enveloppe financière pour l'ARA, alors que l'ARA est intégrée au dispositif ANA. Sauf que nous, sur notre territoire, l'ARA, ANA, on n'en a pas. Voilà. On n'a jamais pu sortir un dossier. Donc ça ne fonctionne pas et du coup on est un peu embêté en disant non, vous avez le droit à rien. Donc on continue, on est allé chercher un programme européen Shine et on continue à chercher des dispositifs pour essayer de participer financièrement à l'ARA tant que on trouve une solution notamment avec l'ANA. Merci. Donc maintenant j'ai demandé à Mélanie Delot, qui est donc directrice de projet pour le renouveau du bassin ministre à la préfecture Hauts-de-France. Aujourd'hui, le RBM est bien avancé sur les questions techniques. De nombreux projets de rénovation énergétique sont déjà lancés ou financés. Donc, est-ce que l'ARA permettrait, selon vous, d'impliquer les habitants dans la gestion de leur quartier et de leur maison, à la recherche d'une meilleure soutenabilité et durabilité? Et est-ce que la question écologique aujourd'hui n'est pas de relier les enjeux techniques et économiques aux problématiques sociales? Merci pour votre invitation. Effectivement, donc, je travaille pour le préfet de région sur les questions liées à l'ERBM, mais je ne travaille pas seule puisque je parle aujourd'hui un peu au nom d'un collectif et j'espère que vous m'entendez. Collectif, il existe aussi un coordinateur ERBM au sein de la région, au sein du département du Nord et au sein du département du Pas-de-Calais. Ils peuvent lever la main parce qu'ils sont là tous les trois. Ah oui, voilà. Donc le RDM est présent en force et donc c'est un collectif qui se réunit de façon assez dynamique, qui se rejoint tous les 15 jours pour porter les différentes thématiques de l'ERDM.
Qu'est-ce que c'est le RBM? Donc, merci Roger d'avoir déjà posé un peu la clarification. Le RBM, c'est un sigle un peu barbare qui veut dire l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Et c'est un programme d'action qui est soutenu par les intercommunalités du bassin minier, par la région, les départements et par l'État, pour essayer de changer le quotidien des habitants du bassin minier, redonner une attractivité au territoire et changer l'image de ce territoire en mieux, évidemment. Donc, ça passe par différentes actions, travailler sur le cadre de vie et notamment la rénovation d'un certain nombre de cités minières, mais aussi la mobilité, le développement économique, l'insertion, la valorisation du patrimoine naturel, la valorisation du patrimoine culturel, celui inscrit à l'UNESCO notamment, mais aussi tout ce qui est territoire lecture, la valorisation de l'éducation artistique, le travail sur la santé. Donc la partie la plus visible de l'ERBM, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Roger, c'est le volet cité minière, parce que c'est quelque chose qui se matérialise dans la vie de tous les jours et qui est sans doute la partie qui a la plus avancée jusqu'à maintenant. Avec des objectifs assez ambitieux, puisque l'objectif c'est d'éradiquer les logements énergivores dans le parc social minier. Donc tu citais le chiffre de 20 000 tout à l'heure. Si on inclut l'autre bailleur présent sur le territoire, on a estimé en 2017 qu'il y avait 23 000 passoires énergétiques à résorber. C'est un tiers du patrimoine minier qu'il va falloir réhabiliter. Et on ne va pas traiter que les logements, puisqu'il y a un certain nombre de cités minières qui vont faire l'objet d'un traitement global, y compris au niveau des espaces urbains. Donc je disais tout à l'heure que le RBM était bien annoncé, en référence notamment à ce volet cité minière. Et effectivement, sur le volet logement, on est aujourd'hui à peu près sur les 23 000 estimés en 2017 à 9 000 logements qui ont fait l'objet d'un engagement financier ou d'une réalisation effective. On n'est pas encore au bout du chemin, mais ça progresse bien. Et 35 opérations de rénovation intégrées sur l'ensemble de la cité minière, donc avec le traitement notamment des espaces urbains. Pour Arnes, la portion la plus visible de l'ERBM, c'est la cité Bellevue, qui fait l'objet de 250 réhabilitations en ce moment. Et pour la partie rénovation urbaine, la cité où ça se concrétise le plus, c'est sans doute à Liévin, la cité des Jeunettes. Mais voilà, il y a aussi des opérations sur Lens, enfin sur Arnes. Justement, la cité Bellevue fera aussi l'objet d'un traitement intégré. Donc, tout ça représente des investissements très importants. Tu disais aussi, on parle de plusieurs milliards d'euros d'investissement pour les bailleurs. Et donc, les pouvoirs publics viennent en renfort avec 200 millions d'euros sur 10 ans pour le volet logement. Donc mis en place par les intercommunalités, la région et l'État, et 200 millions d'euros pour le traitement des espaces urbains. Donc une fois que j'ai dit tout ça, je ne vais toujours pas parler de la rénovation à compagnie. Mais voilà, je crois que c'est important de resituer le RBM, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est connu du grand public, et pourtant qui va toucher la vie des habitants au quotidien. Je vais d'abord rebondir sur votre question de l'application des habitants, parce que c'est effectivement quelque chose qui est au cœur des chantiers de l'ERBM. Il y a vraiment une volonté de développer la participation dans la conception des logements et la conception des cités, avec des schémas directeurs qui impliquent un volet de participation important, outre la concertation locative légale obligatoire. Par ailleurs, le lien entre le technique et le social est aussi présent dans le RBM, tout simplement parce que l'objectif premier, c'est de baisser la facture énergétique des habitants des logements réhabilités. Et en ce moment, tout particulièrement, vu l'augmentation des prix de... donc on a vraiment tous ces enjeux de rénovation. On est au cœur des objectifs. Et donc on a quand même des limites au niveau budget, mais il y a aussi des limites au niveau ressources, c'est-à-dire est-ce que les entreprises sont en mesure de répondre à tout. Alors, on disait, voilà l'entreprise qui fait le chaud-chanvre, ils sont peut-être pas assez nombreux voilà, pour réussir à répondre à tout. Il y a tout un ensemble de choses. Si on veut faire avec des matériaux biosourcés, c'est compliqué. Sortir de l'achat des matériaux manufacturés, industriels, qui ne sont pas forcément les plus vertueux écologiquement. Du coup, la question, ça va être un petit peu l'ARA comme solution complémentaire. On voit avec certaines personnes qui vraiment se développent, avec toute une filière qui se développe en fonction un petit peu des dynamiques entre les artisans, les habitants, tout ça. Est-ce que, du coup, l'ARA permettrait, selon vous, d'impliquer les habitants dans ce travail-là, et est-ce que ça serait quelque chose qui peut être pris en considération dans cette rénovation? Juste
juste rebondir sur votre point sur les biomatériaux. C'est quelque chose, les surcoûts liés aux biomatériaux sont pris en compte dans les financements qu'on met en place, puisqu'il y a des bonus, autant du côté de la région que de l'État et de certaines intercommunalités qui visent qui sont déclenchés lorsque les bailleurs font appel à des biomatériaux. Même chose lorsqu'il y a des performances énergétiques plus ambitieuses. C'est l'accès à des financements complémentaires. Donc c'est vraiment inclus aujourd'hui dans les financements, mais ce sont des financements aux bailleurs. Pas des financements vers des propriétaires occupants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RBM, c'est beaucoup concentré sur la mise en place de ce programme qui est quasiment industriel. Vous voyez les enjeux en termes de massification. Et donc l'auto-rénovation accompagnée n'a pas aujourd'hui été intégré à ce jour vraiment dans les réflexions de l'ERBM. Par contre, avec l'investissement que tout ça représente, on fait une espèce de mise à zéro du logement. C'est-à-dire, voilà, les bailleurs rendent aux locataires un logement qui est quasiment remis à neuf. C'est pas juste du traitement énergétique d'ailleurs, c'est de la reconfiguration de des pièces, on crée des accès au jardin, les bailleurs créent des accès au jardin. Et donc tout ça, il faut que ça dure dans le temps. Donc c'est l'intérêt et la bonne gestion des financements publics qu'effectivement les habitants sachent prendre en main les logements derrière. Pour les entreprises, et tout simplement pour les utiliser correctement. Et donc on avait le débat à la pause sur comment accompagner effectivement les habitants. Il y a des actions qui sont prévues par les bailleurs pour les former, ne serait-ce qu'à l'utilisation d'un logement qui est devenu étanche. Et donc lorsqu'on boucle la VMC, on crée des désordres en pensant bien faire, en pensant faire de l'économie d'énergie. En fait, on sabote sans vouloir. Donc l'ARA, c'est sans doute un prolongement intéressant, mais on n'en a pas aujourd'hui, le RBM ne s'en est pas représenté. Juste courter un petit peu. Oui, non, donc on voit que voilà, cette notion d'ARA, c'est on va pouvoir jouer sur les notions d'usage et de gestion de tout ça. Et donc je vais dernière question pour ce tour de table, à Jean-Roger Carcel, qui est donc le directeur, je crois, du bailleur, le directeur adjoint du bailleur social Maison et Cité. Donc vous, est-ce que vous pensez crédible techniquement d'aller plus loin, au niveau de l'intérêt que ça peut avoir, on le comprend, les intérêts. Par contre, techniquement, est-ce que vous voyez ça crédible d'aller de l'avant là-dedans, ou est-ce que maintenant qu'on peut voir aussi les différents acteurs, les différentes filières, comment ça peut se structurer, est-ce que vous avez une manière d'appréhender les choses, ou est-ce que non, mais vraiment c'est gentil, mais c'est pas très intéressant, ou est-ce que non, mais quand même ça peut être quelque chose de complémentaire. Quelle est un petit peu votre position par rapport à ça Effectivement, nous on reste ouvert. On reste ouvert à ce sujet, on n'a pas d'a priori. Sinon, on ne serait pas partenaire et on ne serait pas support finalement de ce sujet d'étude. Et ce sujet d'étude, il est là aussi pour nous apporter toute la somme d'informations que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel on peut dire qu'on a une connaissance quasi nulle. Nous, bailleurs, on est tenus par nos obligations techniques. On a du contrôle technique obligatoire sur l'ensemble de nos opérations. On a un côté rapport technique à fournir pour le côté assurantiel. Nous devons fournir à nos clients locataires l'attestation d'assurance. Nous devons garantir notre patrimoine en tant que père de famille. Parce qu'un patrimoine qu'on construit aujourd'hui, on va l'exploiter, je l'espère, pendant au moins 50 ans. Celui qu'on réhabilite, vu les sommes qu'on y investit, il faut au moins qu'on l'exploite pendant 30 à 40 ans. Parce qu'il faut aussi, à la fin, non pas qu'on ait une marge d'entreprise internationale, mais qu'on ait une marge qui nous permette à nouveau d'investir, d'entretenir notre patrimoine et d'avoir cette gestion de bon père de famille. Je suis rassuré aujourd'hui quand j'entends des sujets comme vous avez présenté en disant voilà, nous on est un groupement, on est une coopérative et on travaille plus ou moins tous en accompagnement, mais on a une assurance globale. Ça veut dire que les assureurs sont en train de changer leur façon de voir les choses et de se dire puisque finalement la structure classique ne pourra pas tout faire, parce qu'on a des objectifs extrêmement ambitieux à 10, 15, 20 ans en réhabilitation, pas que pour les bailleurs, mais aussi pour le particulier, surtout pour le particulier, parce que le parc social, même si aujourd'hui il est fléché comme étant à réhabiliter avec des objectifs, le parc privé, on le sait, il est dans un bien pire état que l'autre. Et ça veut dire que si on n'a pas de nouvelles façons et de nouveaux moyens de réhabiliter, y compris pour le particulier, on va se retrouver face à une crise du logement énorme à un moment donné où l'État dira toutes les passoires thermiques
ne sont plus louables. Et ce parc privé, il sera fermé et on aura des gens qui seront à la rue. Et à ce moment-là, nous, bailleurs sociaux, on ne sera pas en capacité de reloger toute cette population. Et donc ça veut dire que oui, il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on puisse aider. Et je pense que les bailleurs sociaux ont toujours été à la pointe de l'innovation dans les domaines de l'accompagnement, de la réhabilitation, des expérimentations sur les énergies renouvelables, sur les biomatériaux. Et je pense qu'une nouvelle fois, il faut qu'on soit aussi avec vous, avec tous les acteurs de cette nouvelle façon de travailler, et qu'on puisse vous accompagner, vous donner le support nécessaire, vous mettre le pied à l'étrier, vous aider dans les économies d'échelle pour qu'on puisse développer ces nouveaux modes de réhabilitation. Donc non, pas d'a priori négatif, simplement une envie de connaître, de développer et puis de maîtriser ces sujets qui peuvent être un complément nécessaire à la structure de la filière. Merci. Très bien. Donc là, on vient de finir le premier tour de table pour voir vraiment les points de vue, les positionnements de chacun, les expériences, et toutes les connaissances. Donc maintenant, je vais passer sur une question un peu plus collective sur ces notions-là. Donc il ne faut pas hésiter à prendre la parole si vous vous sentez, impliqué, si ça vous correspond. Donc là, je vais avoir des questions. Vu que la question, c'est vraiment les contraintes économiques et réglementaires sur l'ARA. Tout à l'heure, on voyait que là, on disait, mais déjà, on va faire des pratiques jusqu'à l'autoconception. Donc même les différentes pratiques, moi j'aurais une question simplement déjà, vu qu'on voyait la filière, est-ce que vous avez déjà identifié vous-même des pratiques particulières? Parce que là on parle d'ARA, mais en fait on se rend bien compte qu'on est sur différentes pratiques, sur différents niveaux. Donc est-ce que vous avez déjà identifié des pratiques qui sont plus adaptées pour réussir, voilà, avec des problèmes économiques ou des problèmes réglementaires, des pratiques plus adaptées? Si on parle réglementaire, ça veut dire qu'on va toucher des lots plutôt de finition ou des lots esthétiques. Déjà, on ne touchera pas aux corps d'état principaux qui sont le gros œuvre, la couverture, tout ce qui est au bâti. Et puis on évitera aussi les lots techniques tels que chauffage, plomberie, sanitaire. Donc ça veut dire qu'il va nous rester quand même des lots plutôt de finition, enduit, peinture, carrelage, sol souple. Voilà. Mais c'est réducteur. Ouais. Après, si je peux intervenir là-dessus, ce qui est intéressant quand on regarde les bilans de Maisons et Cités, c'est que, quand on regarde les bilans de Maisons et Cités, c'est que ces lots-là, en fait, dans la rénovation, représentent un budget quand même, une bonne part du budget consacré à la rénovation des logements. Parfois, on arrive jusqu'à, nous, les bilans auxquels on a eu accès, on arrivait jusqu'à 20 ou 25, voire 30% parfois du prix de la rénovation sur ces lots-là. Ouais. Surtout la rénovation, la part du gros œuvre en rénovation est plus basse. Donc le gros œuvre, c'est surtout pour la construction. C'est pas forcément vrai sur les logements miniers. Non, c'est pas forcément. Dans le sens où on est obligé souvent de reprendre les porteurs des bâtiments, parce que pour ouvrir le bâtiment minier, historiquement, c'était une succession de petites pièces. C'était souvent 2 pièces au rez-de-chaussée et 2 chambres étage. C'était ça le logement minier. Donc là, on voit qu'on est vraiment sur de la rénovation. Oui, mais ça veut dire que... Et on n'est pas sur juste de la réhabilitation. Là, on sort vraiment de l'auto-réhabilitation. C'est pas des gens qui vivent dedans et qui vont entretenir et faire vivre leur logement. On est vraiment sur de la rénovation d'un parc très, très abîmé. C'est pas forcément abîmé, hein, c'est simplement qu'il faut lui donner, il faut mettre à jour son essence. Parce que succession de petites pièces, aujourd'hui ce qu'on veut c'est des grandes pièces. Donc de 2 petites pièces, plus les extensions qui ont été faites dans les années 80 par les houillères, aujourd'hui, de ces 4 petites pièces en succession, on en fait 2. Donc c'est lourd parce que ça veut dire qu'on va aller chercher, pour décloisonner, rechercher les porteurs, redescendre les fondations. Et ça se fait pas, quand on n'a pas la technique, c'est compliqué. On ne peut pas que casser des cloisons. Voilà, c'est ça. Donc il y a effectivement quand même un plot gros œuvre qui est important sur ces structures, qu'il ne faut pas négliger. Mais effectivement, le lot sol souple, peinture, carrelage, ça peut représenter une somme conséquente, peut-être pas 30%, mais entre 15-18 peut-être. Et est-ce qu'au niveau pratique, du coup, voilà, je vais te demander à Damien, toi, voilà, là on parle second œuvre, mais c'est clair qu'au niveau réglementaire, on peut aussi le faire sur le gros œuvre, sur l'ensemble, tout ça. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui toi, tu
pourrait voir sur ces différentes pratiques, comment... Nous, dans les pratiques qui sont le plus souvent, donc du coup chez nous, des entrepreneurs qui ont plutôt l'habitude de travailler seuls sur chantier, du coup ils réalisent une prestation, enfin ils rendent un devis de prestation complète de leur lot. Il y en a qui sont charpentiers, d'autres qui sont plaquistes, ils font l'isolation, ils font je sais pas tout ça. Et du coup selon le temps que le gain de temps gagné par la participation du client, eh ben, il y a une moins-value en fin de chantier. Du coup, le client a une décennale sur son lot réalisé et du coup a participé sur son chantier. Le seul point d'interrogation, c'est qu'au début, il ne sait pas exactement combien quel va être son gain, parce que peut-être que du coup le gain va être nul, peut-être qu'ils auront super bien travaillé ensemble. Et du coup, nous on y... de retour aussi de collègues qui réalisent ça, eux ils sont aussi contents parfois de casser aussi leur solitude sur chantier et de pouvoir aussi se concentrer sur des tâches plus techniques et parfois l'accompagnement va être sur être en tant que petite main sur chantier, ça leur fait déjà gagner aussi énormément de temps et dans des moments aussi où eux ont du mal parfois aussi à recruter des personnes, à être avec eux sur chantier, ils y trouvent aussi une manière de travailler qui est différente, vu que là ça ne va pas être avec un salarié, ça va être avec quelqu'un qui va être impliqué sur son chantier. Et on va quand même arriver du coup sur des lots qui ne sont pas que de la finition, mais de la charpente, de l'isolation, de l'étanchéité à l'air aussi. Je voulais revenir peut-être un peu aussi sur l'ensemble des pratiques. Qu'est-ce qu'on met dans le terme d'accompagnement? Et en fait, voilà, c'est très vaste. Ça peut aller simplement d'avoir au préalable d'un chantier des particuliers qui s'interrogent sur quel type de travaux à réaliser, avoir simplement un conseil sur qu'est-ce que je dois faire en priorité, quel matériau acheter, privilégier. Et ça c'est considéré aussi comme de l'accompagnement. Pour autant, il n'y a pas du tout d'intervention du professionnel ensuite dans les travaux. Mais c'est aussi de l'accompagnement. Et puis ça peut aller jusqu'à effectivement la présence en permanence du professionnel, et soit sur des travaux qui sont vraiment partagés avec le particulier, soit sur des travaux différents qui peuvent se succéder ou se chevaucher. Donc ça recouvre des réalités qui sont très différentes. Donc là, il y aura catégorie, après on va encore faire une réponse et puis derrière on va partir sur une question de public. Du coup, rapidement en complément, donc du coup en Normandie, avec l'aide du dispositif régional d'aide à la rénovation énergétique, on peut commencer à évaluer aussi on va dire l'efficacité énergétique, l'atteinte des objectifs de rénovation, d'efficacité énergétique avec de l'autoréhabilitation en compagnie, puisqu'on a des projets, des ménages qui se lancent dans des projets d'autoréhabilitation en compagnie en visant le niveau BBC Réno avec le test d'infiltrométrie en fin de chantier. Donc avec bien sûr un accompagnement de professionnels, souvent aussi d'une maîtrise d'œuvre spécialisée, et puis pas forcément sur l'ensemble des lots de rénovation, mais en tout cas on commence à pouvoir objectiver le lien qu'il y a entre atteindre des performances et auto-réhabilitation en compagnie quand tout se passe bien. Alors bien sûr on est sur des PO, sur des propriétaires occupants, donc c'est encore un contexte un petit peu différent, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de dire. Et puis par rapport aussi à la question, est-ce qu'il y a des types d'ARA qui se dégagent? J'ai l'impression qu'il faut aussi du coup bien laisser la place à ce métier un peu particulier qui est ce métier d'interface entre l'habitant, l'entreprise et le montage technique et financier, donc qui peut s'appeler structure d'accompagnement ou facilitation de chantier, qui va du coup peut-être justement aider à bien trouver quel est le bon type d'ARA, le bon type d'accompagnement par rapport à un ménage et par rapport à un ménage et par rapport à une typologie de travaux, une typologie de projet. Il ne faut pas oublier ce métier particulier, cette interface qui me paraît indispensable. Je vais juste faire un petit complément sur le type de travaux qu'on peut envisager en ARA. Jean-Roger parlait des finitions et tout ça. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué qui est que quand on lance une rénovation pour un bailleur, on fait une grosse cité
il faut faire très attention à l'interaction entre les corps d'État. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes sur les finitions sur un logement et on peut envisager de l'ARA qu'il ne faut pas faire gaffe qu'à côté on est encore en gros œuvre, on est encore avec des engins, des gros engins, et là il y a un petit point de vigilance à avoir sur ça. Ah. Oui. Partagez. Réaction rapide. Très rapide, après je donne la parole. D'abord, j'entends qu'il y a beaucoup d'humains finalement dans ce qu'on est en train de dire. On parle de casser la solitude de l'entrepreneur. Tout à l'heure, dans la table ronde d'avant, le fait de la réappropriation des habitants vis-à-vis de leur logement. Et je trouve ça intéressant, à nouveau, pour revoir les aspects sociaux dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que finalement l'auto-rénovation accompagnée, c'est nécessairement dans le cadre d'un chantier type ERBM, ou est-ce qu'on n'est pas en train de parler finalement d'accompagnement service après chantier? Bon, je ne vais pas dire service après-vente, mais de la même manière qu'il faut prendre en main les logements et disait Jean-Roger qu'il faut faire des piqûres de rappel, parce qu'au bout de 3 mois on oublie parfois. Voilà, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut venir dans la durée après, et pas nécessairement pendant? Ça signifie qu'avant de passer l'appel d'offres, il faut qu'on sache déjà qu'on ne va pas faire cette justement, non, c'est pas ça que je dis. C'est qu'une fois que le produit est livré, c'est l'accompagnement au locataire dans sa prise en main et dans son usage. Mais même, tu veux dire une fois que les entreprises sont parties. Oui. Le problème, c'est que les chantiers ils peuvent durer 2 ans, 3 ans. Donc ça veut dire qu'un logement qui est livré en début d'opération, la prise en main, la prise en main, elle est faite au fur et à mesure. Parce qu'on va pas, le locataire ne va pas attendre 2 ans que les travaux soient livrés. Le RDN s'est pas encore beaucoup intéressé à cette question, mais vraiment j'apprends. Merci pour le partage, et ça sera peut-être intéressant pour les autres partenaires aussi. Mais je pense que c'est très intéressant même le fait d'entendre le terme produit livré. Il y a une grande différence entre, quand on parle de réappropriation d'actes d'habiter, c'est que du coup, voilà, la personne fait partie de la vie même du bâtiment, donc on est sur d'autres dynamiques, d'autres manières de faire, donc forcément ça fait réinventer beaucoup de choses. Et donc je pense que particulièrement les étudiants qui sont là sont sur ces démarches d'apprendre et de découvrir les nouvelles méthodes pour pouvoir justement ne pas forcément devenir des futurs Corbusier, mais vraiment des architectes du siècle suivant. Donc je vais pouvoir du coup vous donner la parole. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions particulières à poser sur ces questions, enfin sur le modèle. Oui. Moi, c'est pas une question, mais c'est plutôt un renforcement de cette interrogation-là. Pouvez-vous présenter? Oui. Donc, Nadine Zanoni, Espace Environnement, je viens de Belgique. Donc voilà. Donc un gros problème, et en tout cas les bailleurs belges sont en train de s'en rendre compte, parce qu'on est aussi dans un plan de rénovation massive de notre logement public, c'est que quand un occupant se retrouve investi du même logement qui a été rénové, c'est des problèmes d'usage, et donc cet accompagnement, c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de travailler en Belgique, sur cette notion de dire on apprend aux gens à utiliser un bâtiment rénové en fait. Un bâtiment qui n'est plus une passoire thermique, où il y a eu des systèmes qui sont... Pardon, des systèmes qui ont été ajoutés. Et donc c'est vraiment un enjeu qui est essentiel. Et on a vu sur pas mal d'opérations qu'on avait des catastrophes parce que les gens ne savaient pas les utiliser. Donc on appelle ça la maîtrise d'usage. Et c'est vraiment essentiel. Une question? Les étudiants. Moi, ce qui a été intéressant pour notre position étudiant donc, lors de cette semaine, hormis les expérimentations, c'était, je pense, de bousculer notre mode de conception d'atelier. C'est-à-dire qu'on a pu découvrir des questions un peu plus profondes. Je pense à celle de la compétence et de la qualification. On a pu se rendre compte donc, avec les différents corps de métier que c'est pas parce qu'on n'est pas qualifié qu'on est pour autant incompétent. Et je pense que les habitants, s'ils sont accompagnés, pourront réaliser beaucoup plus de choses qu'on pense, nous, en tant qu'architectes. Pour poursuivre, c'est vrai que en tout cas la participation habitante elle est assez importante. Bon, elle est assez importante, la participation habitante. Et puis on l'a vu sur ce chantier-là à terre. Ce qui est intéressant, on parlait justement de voilà, s'il y a plein d'entreprises, il peut y avoir des machines dangereuses, etc. pour les habitants, etc. S'ils veulent aussi aider à rénover leur logement. L'intérêt de la terre, c'est que c'est des machines portables. Donc on limite aussi les machines, etc. Et donc ça peut être aussi voilà, une des réponses à tout ça. Je voulais juste rajouter par rapport à la question de l'entretien des logements. Moi, dans les témoignages que j'ai pu récolter dans ma thèse sur en tout cas des projets de réhabilitation qui se font avec des inducteurs,
Par exemple, en l'occurrence, les chargés d'opération et les entreprises ont été impliqués à chaque fois dans la réception évidemment des logements, mais aussi l'accueil des habitants. Et il y a des fiches pédagogiques qui ont été rédigées avec les préconisations à faire par rapport à en fait, l'entretien et aussi l'usage attenant aux enduitaires. Et donc voilà, ça se fait et c'est en train d'être développé aussi chez les bailleurs sociaux. Là, en l'occurrence, c'était Paris Habitat à Paris et ils essayent de le mettre en place, en tout cas sur des projets comme ça. Ouais, je reviens moi sur le financement, l'aspect financier, l'intégration de l'autoréhabilitation accompagnée dans les politiques locales de l'habitat. Je prends l'exemple de la Normandie et particulièrement de la Manche parce que nous on est sur ce territoire. Nous on a quand même beaucoup travaillé avec nos partenaires sur le territoire. Donc aujourd'hui l'autoréhabilitation accompagnée est intégrée dans le PIG, dans le programme d'intérêt général du département. On a des OPA de collectivités qui intègrent l'autoréhabilitation accompagnée, c'est-à-dire que les collectivités elles ont compris l'intérêt de l'autoréhabilitation accompagnée, pas forcément que sur l'énergie, aussi sur le patrimoine, parce que c'est aussi quelque chose qui est souvent mis de côté en fait. On a une cible qui est très orientée énergie aujourd'hui, donc les aides ANA sont très orientées sur l'énergie, on oublie le patrimoine et des fois on fait des choses qui ne sont pas forcément cohérentes avec le bâti. Donc les collectivités ont bien identifié que sur leur territoire elles avaient des patrimoines particuliers et que la réhabilitation patrimoniale était intéressante à aider, à accompagner. Donc dans le cadre de leurs OPA, elles ont des financements spécifiques pour des travaux qui sont réalisés en auto-réhabilitation accompagnée, mais qui ne sont pas forcément énergétiques, mais vraiment à valorisation patrimoniale. Ce qui fait que voilà, il y a en tout cas des possibilités quand on explique, quand on fait les démarches, et qui ont bien compris aussi que sur le territoire, d'ailleurs, il y avait un manque d'acteurs professionnels, et que ça permettait l'autoréhabilitation accompagnée de répondre à la réhabilitation de ces logements, parce qu'on a, alors notamment sur des, comme le disait Grégory tout à l'heure, on est sur un territoire avec des propriétaires occupants, on n'est pas dans une logique de bailleurs où on a besoin d'une massification très importante. Là on va pouvoir agir ponctuellement et répondre à des attentes sur le territoire. Voilà. Donc il y a des possibilités en tout cas de financement. L'ANA finance l'autoréhabilitation accompagnée, la région finance l'autoréhabilitation accompagnée, donc il y a des aides possibles. C'est que du coup tu parles des enjeux patrimoniaux qui est le sujet de la table ronde suivante, donc c'est bien, on arrive encore à faire la transition. Par contre il y avait encore une question au fond là-bas. Une question, peut-être un complément d'information par rapport au débat, donc on inspire des mousquetaires de l'RBM. Un grand merci pour l'organisation de cette journée. Parce que ce que j'entends, je vais essayer de prendre un peu de perspective de hauteur de vue par rapport à ce que j'entends. J'entends aujourd'hui des corps de métier et des acteurs qui sont spontanément, naturellement enfermés, j'allais dire, dans leur culture, dans leur pratique professionnelle. C'est-à-dire que le bailleur, a fortiori le bailleur social, doit gérer un parc locatif qui n'a pas une réalité de marché autofinancé, où l'intervention du pouvoir public, voilà, où la régulation sur les loyers voilà, permet de rendre la gestion de ce parc viable. Les intervenants professionnels, architectes, urbanistes, qui travaillent à l'échelle là plus fine de la maison, du quartier, des réseaux, de la cité, avec cet objectif d'intervention, de qualification, de requalification, voilà, sont aussi dans une logique différente. Les pouvoirs publics qui vont financer et dont le rôle par les financements publics, c'est justement d'amorcer l'émergence de nouvelles filières, je vais y revenir, parce que ces filières n'ont pas une réalité économique pertinente et suffisante pour s'auto-financer. Entre l'offre et la demande, on y est pas. Et par rapport à ce qu'on est en train de discuter depuis ce matin, en effet, le biosourcé, l'autoréhabilitation accompagnée, aujourd'hui ne sont pas parvenus à un modèle d'équilibre financier suffisant pour qu'ils puissent effectivement exister de façon autonome sur le marché. Parce qu'effectivement, voilà, une filière naissante comme les écomatériaux, comme voilà, les produits biosourcés, localement, le béton de chambre, le lin, etc., où la région, effectivement, Nord-Pas-de-Calais accompagne l'émergence de ces filières depuis 20 ans, mais le temps d'installation et de maturité d'une filière, c'est 50 ans. C'est pas 5 ans,
c'est pas 6 mois, 1 an de réhabilitation de la cité, c'est pas, voilà, donc on est sur des échelles de temps, des réalités de métiers qui sont juxtaposées, qui sont différentes, et que chacun comprend à la lumière de son propre prisme. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, merci à l'ensemble des participants de cet atelier, et je pense que peut-être que le RBM peut être un lieu de reproduction de ce type d'exercice, parce que le fait de partager nos pratiques professionnelles et les limites de chacune de nos pratiques professionnelles permettra d'être plus créatif, plus inventif, pour pouvoir effectivement expérimenter. Et qu'est-ce que le RBM? Effectivement, il y a un gros coup d'accélérateur, l'État, la région, les départements mettent un gros paquet d'argent sur la table, parce qu'effectivement, il y a un enjeu massif énorme sur la réhabilitation d'un patrimoine qui est vétuste et sur lequel il y a d'autant plus d'urgence depuis 6 mois et la systématisation de cette crise énergétique. Donc il va falloir se mettre autour d'une table et résoudre un problème qui prend en plus une proportion supplémentaire encore plus dramatique avec la spéculation qui s'installe sur la matière énergétique, sur le gaz, sur l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le système tel qu'il est, on est sur une spéculation sur les prix de l'énergie, sur la fourniture de l'énergie, d'un côté. De l'autre côté, on est sur une réalité économique, sur les biosourcés, l'autoréhabilitation, qui peut être une nouvelle façon d'intervenir et qui interviendra peut-être. Alors, on en discutait avec Mélanie, on en discutait avec Martin sur la préparation effectivement de cette journée. Est-ce que l'autoréhabilitation accompagnée, ce n'est pas une solution de dentelle pour intervenir auprès des propriétaires occupants davantage qu'auprès des locataires? Parce que se pose la question de la réhabilitation des propriétaires occupants, où on a quelques parcelles, quelques logements sur lesquels les pouvoirs publics ne vont pas intervenir parce qu'on n'est pas sur le cœur de cible. Et est-ce que finalement l'ARA, c'est pas quelque chose qui, par son modèle économique actuel, par l'état des connaissances que l'on a, le benchmark, la région Normandie qui a essayé ou s'investit davantage, là où les Hauts-de-France se sont plutôt investis sur l'émergence de la filière et l'émergence et la systématisation des matériaux biosourcés. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de travailler à l'émergence et à l'industrialisation, j'ai mis des guillemets au de ce terme-là, mais derrière l'industrialisation, j'entends parvenir à un équilibre économique suffisant pour que l'ARA, pour que les biomatériaux arrivent à un équilibre de marché entre l'offre et la demande qui soit pérenne pour l'ensemble des acteurs. Donc il y a cet enjeu-là, cet enjeu économique qui est extrêmement important, mais il y a cet enjeu aussi de partage, de sortir de nos précarés, de nos zones de confort, pour nous confronter collectivement aux limites de nos différentes interventions et de nos champs d'intervention. Et peut-être que le RBM, par une multiplication, en lien avec la mission, par Raphaël, etc., depuis suffisamment longtemps, il y a peut-être besoin aujourd'hui d'expérimenter, et le RBM, ce sera une façon de financer, d'expérimenter d'autres pratiques, puisqu'effectivement les politiques publiques qui ont été déployées sur ce territoire depuis 40 ans ou 50 ans n'ont pas été suffisantes pour résoudre ces problèmes, parce qu'on est arrivé aux limites de ce que chacun peut faire de façon en silo. Et qu'aujourd'hui, peut-être que la recherche d'un autre modèle économique par davantage de dialogue, davantage de coordination entre les pouvoirs publics, les financeurs, les bailleurs, les collectivités territoriales, une plus forte implication des usagers, qu'ils soient locataires, qu'ils soient propriétaires, va être important. Et l'intérêt de ce territoire aussi, qu'on a longtemps vu, perçu comme étant effectivement un territoire fragile, faible, etc., avec une mauvaise image de marque, peut-être qu'effectivement le fait d'avoir été en rupture avec les modèles traditionnels, industriels ou économiques, fait qu'aujourd'hui c'est un territoire qui peut être en termes d'expérimentation d'autant plus innovant, d'autant plus en rupture, parce qu'effectivement ce qui va marcher et ce qu'il nous faut inventer, c'est le pas de côté pour sortir des limites des modèles classiques qu'on a usés et expérimentés et qui ont pourri toutes leurs limites. Donc là, on a besoin de cette créativité collective, et le RBM peut être ce lieu de créativité collective, avec d'un côté, effectivement, une massification de l'intervention publique pour permettre de financer là où il y a besoin de financement, mais dans le même temps, le RBM, c'est une meilleure coordination et davantage de pensée stratégique entre les différents acteurs pour pouvoir inventer les solutions qu'on n'a pas su inventer individuellement. Merci. Juste avant, là on va un peu arriver à la fin et par contre on va devoir passer à la table ronde suivante.
Mais j'aurais voulu quand même, parce que j'aurais bien aimé une intervention par rapport au fait de parler de l'ARA pour les occupants locataires. Je pense que ça touche particulièrement les questions du social, très social. Et j'aurais aimé avoir un petit propos là-dessus de Pamela Le Rust des compagnons bâtisseurs, parce que je pense que vous faites quand même pas mal de choses sur cette échelle-là. Oui, effectivement, sur l'échelle du locataire, et effectivement, on travaille sur l'échelle de la dentelle. On en a parlé particulièrement sur cette table ronde-ci. Et en fait, il y a un véritable enjeu aujourd'hui à l'intérieur du logement. En tout cas, il y a un enjeu, pour ma part, de faire le lien entre l'éco-rénovation et l'effort de éco-rénovation, notamment des bailleurs sociaux, parce que c'est un peu le sujet quand même aujourd'hui, et l'appropriation en fait du logement. Et je pense que l'appropriation du logement, même si elle ne peut pas se faire à une échelle massive, elle peut quand même être accompagnée. Et donc en fait, je pense que l'autoréhabilitation accompagnée sur vraiment la question de l'esthétique et des finitions et de l'appropriation, c'est un enjeu qui est très important et qu'il faut pouvoir, je pense, développer vraiment, et notamment dans la continuité justement de ces rénovations, de ces éco-rénovations, et pour pouvoir toucher un public plus large, peut-être que le public touché aujourd'hui par l'autoréhabilitation réalisée dans le cadre de nos conventions avec différents bailleurs sociaux, que ce soit sur le bassin minier ou sur d'autres territoires d'ailleurs. Donc oui, effectivement, il y a un enjeu, et je pense qu'on pourrait, en fait, l'autoréhabilitation peut accompagner cet enjeu vraiment de continuité. En fait, on parle beaucoup de l'éco-rénovation des bailleurs, et en fait elle s'arrête effectivement sur des aspects de seconde œuvre, avec sans parler forcément de finition, et l'appropriation du logement. Il peut y avoir une continuité en tout cas de cette éco-rénovation dans l'appropriation du logement, et l'appropriation du logement et un bon accompagnement peut permettre justement de la pérennité de l'éco-rénovation. Et ça, nous, on en est persuadés chez les compagnons. Et je pense que il y aura des échanges, et justement, effectivement, pouvoir faire le pas de côté, ce sera important. Juste, on doit vraiment finir, mais par contre, il y a une question tout à l'heure. Donc là, ça va être une question très rapide et une réponse très rapide, parce que sinon, après, on va avoir faim pendant la troisième table ronde et on n'écoutera plus. Du coup, je vais essayer, parce que la question va être un peu générale. Et c'est les pertinentes ou pas. Alors du coup, je suis Félix Delcer, je suis chargé de développement d'un PTCE sur Hénin-Carvin, donc pôle territorial de coopération économique. Et je viens pour représenter la DDS, qui a pour projet de faire une plateforme de réemploi et de démantèlement des matériaux du bâtiment. Désolé, oui. Alors du coup, ma question, je me présente, du coup, je suis chargé de développement d'un PTCE sur Hénin-Carvin. Donc voilà. Et là, ma question, elle est plutôt sur, dans le cadre de l'ARA, quelle est la place, justement, parce qu'on parlait, pour rebondir aussi sur la remarque du monsieur tout à l'heure sur les modèles économiques, offre et demande, etc. Et la place de l'économie circulaire en fait dans l'ARA, et notamment comment ça peut être perçu, notamment au travers du réemploi, auprès justement des usagers, des personnes qui font de l'autohabitation, et notamment auprès aussi des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs qui utilisent des matériaux pour la rénovation et l'autoréhabilitation. Donc c'est voir un peu cette place de l'économie circulaire dans cette question. Là, du coup, on interroge quand il y a de l'accompagnement de l'économie des projets, et du coup, si on arrive sur des projets où il y a énormément de participation du maître d'ouvrage bénévole, c'est un petit peu aussi l'exemple avec NRTR, de se dire on est sur des techniques où les matériaux coûtent moins cher que la main d'œuvre, et du coup on va être sur des modèles économiques où là il y a beaucoup de participation de bénévolat, et on équilibre les opérations aussi comme ça. Et du coup, la question du réemploi, c'est un petit peu la même, où parfois on va peut-être mettre plus de temps à retrouver des matériaux et plutôt les pratiques de réemploi qui sont à l'origine même de la mise en place d'ARA. C'est ça. On terminera en déjeunant, puis cet après-midi, il y aura encore de l'espace pour discuter. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la troisième table ronde. On va peut-être ouvrir les deux portes là, pour aérer un peu pour les voitures. Ça suffit, peut-être qu'il y a niveau de ventilation, cette salle est pas trop grande. Peut-être qu'il n'y en a peut-être pas du tout.
devoir y aller. Je pars sur Calais. On est chargé. Mais merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment sympa. Et sur la guérilla, là encore, j'ai eu l'occasion de le dire, on est en train de mettre en place une bibliothèque qui viendrait compléter un peu l'accompagnement en ARA et les galères à trouver les tuiles, à trouver les ardoises.